Ça y est, on va parler de DSK qui s'en mêle aux élections, ça veut dire le 7 juillet. On va voir la vidéo et après on va voir... On va continuer d'évoquer. Et après on va voir sur Twitter, on va dire X. 1000 procurations. Nous accueillons Sébastien Chenu. Deuxième partie de BFM Story, nous sommes ensemble bien sûr et en direct jusqu'à 18h50, heure à laquelle vous retrouverez Yves Calvi. On va continuer d'évoquer bien sûr cette campagne pour les élections législatives, sachant que le premier tour c'est dimanche, on en a plus d'1 300 000 procurations. Nous accueillons Sébastien Chenu qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Député sortant au Rassemblement National du Nord, vous étiez vice-président de l'Assemblée Nationale, vous êtes candidat à votre réélection dans cette circonscription. L'une des petites phrases du jour, ou l'une des phrases du jour, hein, bien sûr, dans ce concert de prise de position, elle vient de Dominique Strauss-Kahn. Voilà ce qu'il écrit dans une tribune dans Challenge. En 2002, pour éviter le pire, j'ai été le premier à la télévision à appeler à voter contre Jean-Marie Le Pen et pour Jacques Chirac, fût-ce en se bouchant le nez, expression qu'il emploie. Et il poursuit, l'ancien patron du FMI. Aujourd'hui, je lance le même appel pour empêcher la venue au pouvoir de l'extrême droite, fût-ce en se bouchant le nez, pour éviter le pire. Que pensez-vous de cette prise de position, monsieur Chenu ? On en est là. Le pire, c'est vous. Non mais on en est là. Dominique Strauss-Kahn donne des consignes de vote. Dominique Strauss-Kahn s'autorise à dire aux Français la façon dont il faudrait orienter leur vote. Dominique Strauss-Kahn il a le droit de le faire. Hein, non, mais il a tous les droits. Enfin, c'est comme Jérôme Cahuzac qui est candidat dans Lot-et-Garonne. Oui, ces gens-là ont tous les droits. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Ils s'en sont jamais privés, d'ailleurs, de prendre tous les droits possibles et inimaginables. Un côté presque indécent. Mais c'est probablement, finalement, M. Strauss-Kahn, notre meilleur tract aujourd'hui. Dominique Strauss-Kahn qui vient, comme une autorité morale, dire aux Français la façon dont ils doivent se comporter électoralement. Bon, bah, si c'est ça, ce qu'il reste à nos adversaires, s'accrocher à la bouée Strauss-Kahn, sincèrement, je préfère effectivement ne pas compter, moi, sur le soutien de M. Strauss-Kahn. Qui est ultra-libéral, je crois que si c'est mal comporté. Je crois que c'est Jordan Bardella qui a dit voter Nouveau Front Populaire, c'est voter pour la France serait sous le FMI d'ici quelques jours. C'est intéressant que l'ancien patron du FMI donne son avis. Oui, mais donc c'est assez cohérent. C'est assez cohérent, mais je pense que je pense aux électeurs, moi je pense aux Français qui voient ça et qui doivent se dire mais quel spectacle. Dominique Strauss-Kahn, l'ultra-libéral, Dominique Strauss-Kahn. Il dit que vous êtes le pire à venir. Qu'est-ce que vous dites, vous, pour rassurer et dire nous ne sommes pas le pire? Dominique Strauss-Kahn qui ose qualifier quelqu'un de pire quand il... Enfin, je veux dire, je ne vais pas prendre des leçons de morale de Dominique Strauss-Kahn. Moi, je ne suis pas un ange, je n'ai pas une auréole au-dessus de la tête que je fais briller tous les matins. Mais ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn qui va me dire dans la vie ce qu'il y a de pire et de mieux. Oui, mais vous voyez bien qu'il y a quand même à gauche... alors pas tous, hein, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Certains sont pour le ni-ni. Ni LFI, ni RN. C'est le cas de Manuel Valls, qui s'est expliqué longuement tout à l'heure. Mais majoritairement, à gauche, on est quand même dans l'idée d'un front républicain, tout sauf le RN. On en est encore là, et c'est peut-être ça qui va vous empêcher d'avoir la majorité absolue. Donc, laissons DSK de côté. Effectivement, c'est peut-être pas le mieux placé pour donner les consignes de vote, mais enfin, majoritairement à gauche, on est en train de dire, et aussi sans doute dans une bonne partie du centre, tout sauf le RN. Alors, donc ça va vous empêcher d'avoir la majorité absolue. C'est pas majoritairement à gauche. Vous avez cité Manuel Valls, il y a Bernard Cazeneuve. Mais derrière, Raphaël Glucksmann, Tondelier et Olivier Faure, ils sont tous pour il y a des gens encore dans ce pays qui considèrent que, évidemment, on ne peut pas voter pour la France insoumise, quand bien même on soit de gauche. Donc il faut le respecter. Mais au-delà de tout ça, ce que ça dit, c'est que, et vous verrez le résultat des élections, les Français n'ont rien à secouer. Des consignes de vote. Ça n'a aucune conséquence. Que toutes ces vieilles badernes du monde politique. Ça a empêché Marine Le Pen 2 fois d'arriver à l'Élysée. C'est pas du tout la même élection, d'abord. C'est pas du tout la même élection. Et puis je crois qu'aujourd'hui, les Français ne répondent plus parce qu'ils se sont beaucoup décrédibilisés aux consignes de vote de tous ces gouvernants. Enfin, je veux dire, on prend des leçons de morale matin, midi et soir, des consignes de vote de gens qui ont tout loupé, qui ont tout raté, qui ont mis le pays dans cet état-là et qui osent, mais je veux dire, il devrait avoir un peu de pudeur, un peu de décence. Quand on a les résultats qu'on a, nous on est responsable de rien, de la situation. Le Rassemblement national, on n'a jamais été aux affaires. On peut nous contester, on peut être contre ce qu'on propose. Ça, très bien, c'est le débat de fond, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas responsables de la situation de notre pays. Et ces gens qui ont cette très lourde responsabilité, qui ont eu des années de ministère, des années de politique, vous receviez avant moi Manuel Valls, mais après moi, vous recevez Claude Maluret, qui était ministre il y a 40 ans, mais qui viennent nous dire, voilà comment il faudrait faire, on a les solutions, puis il ne faut surtout pas voter pour eux. Mais stop, mais au-delà des élus, imbéciles. Sébastien Chenu, au-delà des élus... C'est vous qui me parlez des hommes. Oui, mais comment expliquer qu'un électeur de gauche
soient prêts à voter pour un candidat de droite pour faire barrage au RN. Pourquoi vous je faites crois encore peur? qu'ils ne le feront pas. Il y a une espèce d'intelligentsia de gauche qui pense qu'elle a la boussole, qu'elle donne la température et puis ce qu'il faut faire. Sur le terrain, ça va pas se passer comme ça. Mais je vais vous donner un exemple. Je suis élu dans une circonscription, désolé de ramener à moi, je ne vais pas citer ma circonscription, puisque je crois que... Mais qui n'a jamais voté pour autre chose qu'un député de gauche avant mon élection en 2017. Je suis le premier député qui ne soit pas de gauche. Les hommes et les femmes de ma circonscription ne sont pas devenus de droite pour autant. Ce sont des hommes et des femmes qui... toutes les mairies de ma circonscription sont communistes ou socialistes quasiment. Et donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont attachés à des valeurs. Ces valeurs, la défense du travail, une certaine conscience sociale, la protection de notre territoire, c'est nous qui les portons aujourd'hui. C'est plus la gauche, c'est les communautés, la gauche a été l'affairisme, et vous avez parlé tout à l'heure de Dominique Strauss-Kahn, il y a des gens qui symbolisent tout ça, où j'ai parlé moi-même de Jérôme Cahuzac. Je veux dire, ces gens-là sont en déconnexion avec leur propre électorat, avec leurs propres troupes. Ils les ont trahis, ils leur ont menti, et aujourd'hui ils viennent leur dire, voilà comment il faut voter. Nous verrons les résultats. Amandine Atalaya. Oui, est-ce que ces consignes, ça porte, ces consignes, ces tribunes? C'est un peu tribune contre tribune, consigne de vote. On fait déjà le deuxième tour avant même le premier d'ailleurs. Oui, et puis elles sont contradictoires ces tribunes. C'est-à-dire que par exemple la gauche, on voit que certains disent ni le RN ni LFI, quand d'autres disent même LFI en se bouchant le nez. Donc même un électeur qui serait loyal et qui voudrait écouter les consignes ne saurait plus vraiment qui écouter aujourd'hui. Et on a bien vu lors des dernières élections que d'ailleurs les électeurs n'écoutaient plus trop les consignes quoi qu'il en soit. Mais vous avez l'air extrêmement confiant. Vous pensez donc que la barre de la majorité absolue, pour vous, peut être atteinte. Vous n'avez pas l'air d'en douter. J'ai confiance dans le choix des Français, oui. Je pense qu'il y a une aspiration. 289 députés. Oui, j'ai confiance dans le choix des Français. Je pense que les Français vont nous donner cette force. Mais cette force, c'est pas un chèque en blanc. Vous savez, je rencontre beaucoup de nos électeurs. Je suis en campagne comme tout le monde. Beaucoup de mes camarades le sont. Et les gens nous disent, on va voter pour vous. On va vous faire confiance. Ne nous décevez pas. Et nous, on n'aura pas une deuxième chance, une troisième chance, une centième chance, une millième chance, comme tous ces politiques qu'on voit, qui ont fait partie de tous les gouvernements. Les Français vont être très exigeants de nous. Si vous arrivez, parce que les sondages disent que vous pourriez avoir une majorité relative, mais juste en dessous de la majorité absolue, si vous avez 275, 280 députés, est-ce que Jordan Bardella va quand même à Matignon en se disant on va trouver des forces d'appoint à droite, par exemple? La situation, franchement, on le verra le soir du second tour, n'est pas la même si on est à 250 ou 260 députés ou si on est à 280 députés. Il y a dans l'hémicycle des hommes et des femmes de bonne composition qui ne se reconnaissent pas toujours dans les caricatures ou dans les fausses majorités de circonstances et qui ne voudront pas bloquer le pays. Moi, je sais qu'il y a des hommes et des femmes avec qui on peut travailler demain dans cet hémicycle. Dans quelle famille politique ces gens de bonne composition? Dans toutes les familles politiques. Toutes les familles politiques. En tous les cas, non, pas LFI, pas chez les Verts. Jusqu'à la majorité? Mais bien sûr, je suis persuadé qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des députés de la majorité qui, s'ils étaient réélus demain, il n'y en aura pas énormément des députés de la majorité, je pense, qui seront réélus, mais dans ceux auxquels je pense qu'ils seraient réélus demain, il y a des hommes et des femmes qui seraient prêts, je pense, j'en suis même sûr, et certains me l'ont dit, à faire en sorte que la machine ne se bloque pas, car ce qu'il y aurait de plus terrible pour notre pays, c'est que ce soit une chambre ingouvernable, une machine bloquée, avec des majorités de circonstances. Donc ce serait au nom de l'intérêt de la nation, quoi, en fait, c'est ça? On vous a déjà fait des offres de services, quoi. Vous savez, les choses sont claires. Nous, on veut l'alternance. On dit aux Français, votez pour l'alternance, votez pour le changement. Donnez-nous cette force. Le pire, ce serait une chambre ingouvernable dans laquelle personne, finalement, ne peut réunir une majorité pour avancer. C'est très bizarre comme raisonnement, parce que au fond, l'actuelle majorité, la majorité sortante, là, elle gouverne déjà depuis 2 ans avec une majorité relative. Je vous ai parlé de quelques sièges qui pourraient nous manquer. Mais alors pourquoi vous, avec 250 ou 260 députés, vous ne pourriez pas faire ce que Gabriel Attal fait depuis 2 ans? Mais c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Mais moi, j'ai vu cette majorité très arrogante. Je l'ai vu en 2017 arriver. Ils allaient tout changer. Le monde d'avant, c'était que des pignoufs, c'était des voleurs et des incapables. Puis ensuite, ils avaient les possibilités de dialoguer avec... regardez, nous, on a toujours été très constructifs à l'Assemblée. Ouais. On a voté la loi immigration de Gérald Darmanin. C'est quand même pas la loi du siècle. On l'a voté. Donc ça veut dire qu'il y avait la possibilité. Il y avait la possibilité d'avoir des majorités, mais ils ne l'ont pas fait. C'est de leur différemment. Pourquoi vous ne pourriez pas y parvenir? Parce qu'on ne fera pas pareil, parce on n'est pas pour un pouvoir qui écrase l'autre. Nous, on n'a pas envie d'utiliser le 49.3 matin, midi et soir. Jamais, vous n'utiliserez jamais le 49.3? Mais le 49.3, nous, on n'en demande pas l'abolition, est un instrument qui est prévu par la Constitution. On peut l'utiliser, mais ça ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga du mode de gouvernance. Pour le budget, parce que pour vous, le premier objectif sera de faire voter un budget. On n'y est pas.
Oui. On n'y est pas. On va y arriver Nous, assez vite, le budget. On veut convaincre les Français de nous faire confiance. Le 49.3 est un outil, il doit être utilisé avec parcimonie. Donc vous ne nous interdisez pas de l'utiliser. Mais surtout... Vous ne nous interdisez pas d'utiliser. Bah non, ça fait partie de la vie parlementaire. Mais d'ailleurs, tous les gouvernements l'ont utilisé. Mais eux n'ont fait que l'utiliser. Mais ils ont voulu écraser les oppositions. Mais pardon, Sébastien Chenu, cette barre que vous fixez, si j'ai bien compris, aux alentours de 280, en gros, si vous en manquez une dizaine... Il faut voir la physionomie. Oui, très bien. Mais ça veut dire, c'est aussi d'une certaine manière un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'au fond, à l'Assemblée, sur l'échiquier politique, vous n'avez pas d'alliés. Vous n'avez aucune formation politique susceptible de travailler avec vous. D'abord, je crois que nous aurons une majorité absolue avec nos alliés. Je parle bien en cas de majorité relative. Avec nos alliés, parce que là-dedans, j'inclus le groupe d'Éric Ciotti, qui sera un groupe à part. Il a 60 candidats. Oui, il aura un groupe politique. Et ce sont donc des alliés. Oui, mais au-delà de ça... Ah oui, non, mais d'accord. Si vous manquez 20 députés, vous dites non, j'y vais pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliés à côté. Non, mais c'est pareil pour les autres. S'il leur manque 20 députés, il faudra qu'ils travaillent avec des gens qui n'ont pas exactement leur couleur politique. Aujourd'hui, nous avons des alliés. Il y aura un groupe politique, celui d'Éric Ciotti, qui sera nos alliés. C'est la première fois dans notre histoire politique. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas d'alliés. On a dit matin, midi et soir qu'il y avait un tremblement de terre parce que Éric Ciotti emmenait avec lui une partie des Républicains. Il y aura un groupe allié qui, évidemment, est partenaire sur les grands sujets, les grandes orientations, qui peut avoir ses nuances, qui peut avoir... De toute façon, c'est ça, être allié, c'est pas être des clones. Donc ce ne sont pas des clones. Ce sont des gens qui viennent avec leurs appréciations, leurs nuances, leurs expériences. Mais nous sommes prêts à unir le plus largement possible. Vous avez juste l'air de penser qu'il y aura une majorité absolue. Oui, je crois. C'est vrai que lors des précédentes élections, on a dit que Marine Le Pen n'arrivait pas à taper ce fameux plafond de verre 2017, 2022. Mais ça vous étonne pas que ce soit Jordan Bardella qui ait cassé ce plafond de verre aux européennes d'abord et est en passe de le briser à nouveau pour les législatives? C'est intéressant. Ce plafond de verre n'aurait pas été cassé si Marine Le Pen n'avait pas fait le score exceptionnel de 42% aux élections présidentielles. Les escaliers se montent les uns après les autres. Marine Le Pen dit l'artichaut se mange feuille à feuille. Il a fallu faire ce score incroyable de Marine Le Pen au présidentiel pour ensuite faire ce score incroyable aux législatives et l'arrivée des 89 députés que vous n'aviez pas vu non plus arriver vous-même. Vous n'aviez pas imaginé 89 députés du Rassemblement national pour aujourd'hui considérer qu'il n'y a plus aucun plafond de verre. Amandine, on voulait parler de la guerre Macron, civile. je crois, et de la guerre civile. Simplement, Emmanuel Macron a esquissé le scénario de la guerre civile en renvoyant dos à dos le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Et puis voilà ce que disait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il y a des notes du service de renseignement qui évoquent de possibles troubles à l'ordre public. Le 30 juin et plus certainement le 7 juillet, le jour du second tour. Il y a des menaces comme l'islamisme radical, qui est la première menace de notre pays, évidemment. Et puis il y a une menace d'ultra-gauche et d'ultra-droite qu'il ne faut pas oublier. Certes plus minoritaire que l'islamisme radical, mais dangereuses, qui préparent des attentats, qui ont des armes, qui peuvent passer à l'acte. Et il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche et qu'une partie de l'ultra-droite, en tout cas c'est ce que disent nos services de renseignement, peuvent profiter de ce moment pour créer des émeutes, essayer d'attaquer des lieux de pouvoir. Et donc nous nous y préparons. Les policiers et les gendarmes seront en nombre. C'est pas la force, c'est pas le coup de poing qui fait la démocratie, ce sont les Français. Guerre civile, risque de troubles. Est-ce que M. Darmanin dégringole du nid ? Tombe de son arbre. Il y a 2 ans, Marine Le Pen, avec mon camarade député Jean-Philippe Tanguy, ont demandé à Elisabeth Borne de dissoudre les groupes ultra-violents d'extrême gauche et d'extrême droite. M. Darmanin n'a pas bougé. Donc aujourd'hui, certains ont été dissous, quand même. Enfin, je sais pas, on parlait du GUD. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, il nous dit il y a quand même des risques. Il faut dissoudre le GUD ? Oui, on l'a dit. Ouais. Les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite qui sont violents. Donc nous l'avons demandé. Monsieur Darmanin aujourd'hui nous dit oulala, il y a des risques. Il pourrait y avoir des gens. Mais il fallait peut-être travailler là pendant toutes ces années où il avait les manettes. Quand on voit le bilan de Monsieur Darmanin en matière de sécurité, c'est pas chez vous qu'il racontait qu'il fallait faire fermer tous les points de deal en France. Les Français apprécieront, ils peuvent les compter, je pense, les points de deal en bas de chez eux. Vous y arriverez à tous les OQTF. Mais nous prenons des engagements qui sont différents. C'est-à-dire que nous considérons que nous allons mettre un maximum de moyens pour établir la sécurité des Français. Il y a des Français, au-delà de Darmanin, il y a des Français qui sont inquiets, qui se disent si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il y aura peut-être effectivement des groupuscules qui vont descendre dans la rue, il y aura peut-être des émeutes dans certains quartiers, et ça fait peur ça. Alors qu'est-ce que vous dites à ces Français qui ont besoin d'être rassurés? Non mais moi je comprends les gens de bonne foi. Il y a des gens qui de bonne foi peuvent être inquiets. Mais je les comprends et c'est à nous de les rassurer. D'abord les rassurer en leur montrant ce que nous avons fait, ce que nos députés ont fait, quel est notre programme, quels sont les engagements que nous prenons, qui sont authentiquement républicains,
peut ne pas être d'accord, mais nous sommes des républicains, de parfaits républicains. Nous voulons effectivement ramener l'autorité dans ce pays au bénéfice de chacun, parce que je vous rappelle que les premières victimes de tout ça, c'est toujours les plus faibles, les plus pauvres, ceux qui vivent dans les quartiers les plus délabrés. Donc nous avons un certain nombre d'engagements et de discours sur lesquels les Français peuvent nous juger. Nous allons avoir une méthode de gouvernement qui sera parfaitement démocratique, respectueuse, je vous l'ai dit tout à l'heure, des oppositions, en allant chercher même, en essayant de s'ouvrir au maximum. On veut faire un gouvernement d'union nationale autour de Jordan Bardella. On ne va pas se laisser emprisonner par quelque part des gens qui ne pensent que comme nous. Oui, mais sur les troubles possibles. Vous serez adepte, par exemple, de la méthode forte et vous dites cet été, si jamais on est au pouvoir, on réprime, il n'y aura pas de débordement. Mais c'est quoi la méthode forte? Vous dites on réprime. Vous savez, quand il a fallu ramener l'ordre après les émeutes qui sont, on n'a jamais su, hein, Emmanuel Macron devait nous expliquer pourquoi il y avait eu ces émeutes, etc. Entre parenthèses, il n'a jamais réouvert le dossier. Il y a bien une méthode qui a été employée pour amener le calme dans les quartiers. Moi, je l'ai vécu dans ma ville. Donc, cette méthode, elle a fonctionné. Donc, il ne s'agit pas de réprimer d'une façon sanguinaire comme des brutes, ramener l'autorité dans notre pays. Mais moi, je crois dans le bon sens des Français. Prenons un exemple précis, si vous voulez bien. Je crois que dans votre programme, il y a ce que l'on appelle la présomption de légitime défense accordée aux policiers. Absolument. Certains s'inquiètent, et c'est d'ailleurs documenté dans certaines notes des services de sécurité, certains s'inquiètent d'une forme, comment dire, de désinhibition possible de la police, avant même que la loi d'ailleurs ne soit modifiée, la loi de 2017. Non mais le cadre de l'action, c'est la loi républicaine. De toute action, c'est la loi républicaine. Mais c'est bien toujours dans votre programme. Oui, mais bien sûr, nous on ne dit pas, par exemple, comme la France insoumise, la police tue. On considère qu'il faut soutenir la police de notre pays. On considère que la police de notre pays, non seulement elle nous protège, mais en plus elle en prend plein la figure. Mais la présomption de légitime défense, ça n'est pas le prendre le risque justement qu'il y ait plus de drames comme celui de c'est montrer qu'un État républicain soutient sa police, c'est montrer que les seuls qui ont le droit de l'usage de la force légale, c'est l'État dans notre pays, personne d'autre. Oui, bien sûr que nous ramènerons l'autorité. Oui, bien sûr, l'autorité, c'est un marqueur fort. On en a parlé à l'école, on en parle dans la société, c'est un marqueur. Mais ramener l'autorité, et d'ailleurs, on se souvient tous de maîtres qui avaient de l'autorité, c'est pas pour ça qu'ils nous ont défigurés. Ils avaient des méthodes, un discours, une perception de l'autorité qui permettait de tenir une classe. C'est pareil pour un pays. Dans un instant, on va recevoir, vous l'avez dit, Claude Maluret. Parce qu'il y a certains qui se disent, mais peut-être qu'une majorité sans RN ni LFI est possible à dégager le soir du second tour, en prenant les gens modérés du Front Populaire et ceux jusqu'à la droite. Cette majorité sans RN ni LFI, sans les deux épouvantails, c'est possible? Donc ça, c'est de la tambouille, donc. C'est contourner le choix des électeurs en essayant de rafistoler des gens qui ne pensent rien en commun, qui n'ont donc pas de programme, parce que je vous rappelle que matin, midi et soir, on nous parle des programmes des uns et des autres, mais là, donc, ce serait prendre des gens qui n'ont même pas de programme. En Allemagne, ils le font facilement. On peut même retrouver une partie de la gauche avec la droite qui gouverne. Mais c'est déjà ce qui se fait avec Macron. C'est une partie de la gauche et une partie de la droite qui gouvernent ensemble. C'est Monsieur le maire, Madame Borne et Madame Belloubet, c'est une partie de la gauche. On a une coalition qui a mis en place une fois les élections passées. On vient d'essayer ça. On vient d'essayer la gauche et la droite mélangées ensemble, sans aucun programme, sans aucune colonne vertébrale. On vient de l'essayer. Je ne suis pas sûr que les Français aient très envie de voir ça. Donc attention à ne pas voler le scrutin aux Français, c'est ce que vous dites aujourd'hui. C'est être respectueux de la démocratie. Je crois que c'était ce que disait, c'est peut-être la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec lui. Emmanuel Macron, les Français vont parler et ils parlent d'or. Mais il se passe quoi après? Parce que Marine Le Pen dit, si c'est une France ingouvernable, avec des gouvernements qui tombent, des motions de censure, elle a appelé à la démission d'Emmanuel Macron. Non, elle n'a pas appelé à la démission, Madame Atalaya. Elle a dit, en tout cas, qu'elle ne voyait pas d'autre issue. Elle a dit ce que dit Pierre Mazeaud, d'ailleurs. Ce que dit Pierre Mazeaud, tout à fait, qu'une démission d'Emmanuel Macron, qui a répondu en disant, problème du président je ne démissionnerai pas. C'est le problème du président de la République. Vous continuerez à demander nous voulons gouverner la France. Nous voulons la réformer. Mais avec une majorité absolue. Nous voulons la redresser. Et pour ça, on a besoin d'une majorité absolue. Sinon, on est pieds et poings liés. Sinon, on n'arrive pas à avancer. Sinon, on est à la merci d'une motion de censure. Donc, on dit aux Français, donnez-nous cette force, donnez-nous cette majorité absolue. Si ça n'est pas le cas, si c'est pour juste occuper des strapontins pendant 3 mois, il ne faut pas compter sur nous. Mais on a autre chose à faire. Ce que vous appelez une tambouille politique, une coalition, donc une tambouille politique, je reprends vos mots, elle serait consécutive de votre part à un refus d'aller au pouvoir. Il faut bien quelqu'un à Matignon. D'aller à Matignon. Effectivement, c'est extrêmement bizarre qu'avec 260 ou 270 députés, vous dites « Ah non, je ne veux pas y aller, mais en revanche, je ne veux pas non plus de la coalition derrière. » Je vais vous faire une confidence, Monsieur Neumann. Je crois que nous sommes en train de délirer sur des concepts qui ne se produiront pas. Les Français vont, parce qu'ils ont vu ce que c'était qu'une majorité relative, vont donner une majorité dans ce pays à des hommes et des femmes qui sont portés par le Rassemblement national et les Républicains
soutien d'Éric Ciotti. C'est mon souhait. Je pense que je suis prêt à revenir m'expliquer du résultat dans 15 jours, parce que les Français ont conscience qu'il faut de la stabilité dans les institutions de notre pays. Les Français sont un peuple politique, ils savent très bien comment tout ça fonctionne, et ils n'ont pas du tout envie d'entrer dans un tunnel ingouvernable. Merci Sébastien Chenu, merci d'avoir été avec nous. Et on va aller voir sur X. Sur X. On va mettre Twitter, carrément. Twitter. Voilà. Nouvelle fenêtre. Et on va mettre DSK. Vote. Et la fiche. La France d'abord qui tweet un violeur en soutien au LFI. L'on attend avec impatience l'intention de vote de Guy Georges. D'accord. Et il retweet Dominique Strauss-Kahn appelle à voter LFI contre le RN aux législatives. Monsieur Chance tweet, c'était il y a 20 heures. Vous avez tapé dans le derrière d'un certain DSK, Madame Rousseau. Il vous invite à vous le rejoindre. Il vous invite à le rejoindre au Sofitel. C'est contre le RN pour le vote. Je rêve au DSK appelle à voter pour LFI, mais je rêve. Mon meilleur ennemi est le RN. Et Sinclair, elle vote quoi? Elle est où pour lui remettre les idées en place? Oh, faut se réveiller là. Et c'est Jo Z qui tweet. D'accord. Après, Poutou, une anti-flic, un fichier S, une pro-Hamas, un violeur de femmes de ménage, demandeur à voter LFI. De mieux en mieux, jusqu'où la gauche est capable de s'aveiller. J'ai voté à gauche en 1981 car je croyais en cette gauche. Je ne suis pas prêt à voter pour cette gauche. Voilà. Ce type n'a honte de rien. C'est catastrophique. DSK qui vote NPA et LFI à mourir de rire. Si ce n'était pas pathétique, ce type est depuis toujours le loser de service. Ça c'est Emmanuel Macron. Micron. T'enlèves le I et tu mets un A. Il avait déjà dit une fois qu'il aurait voté Coco contre un candidat RN. Ah bon, ça, à la rigueur, ça passe, mais s'il fait comme DSK qui ne invite pas à voter PR, des anti-républicains,
de LFI pour barrer la route aux nationalistes. Ce n'est même pas la peine qu'ils pensent à 2027. Ceux qui vont donner leur voix Glucksmann aux Européens pour ses propos sur la Palestine, donnez plutôt votre vote à la LFI pour que Rima ait un siège à Strasbourg. Son vécu et son courage le rendent beaucoup plus légitime pour traiter le sujet de la Palestine au Parlement. Et une dernière. Je ne fais qu'analyser et me projeter, même si je suis socialiste, libéral, ligne DSK, et dois à mon respect et mon vote en 2027, au second tour. Je pense. Puisqu'en face du RN, c'est un progressiste, libéral aussi, car je suis un peu pragmatique. Mais c'est toujours mieux que ces bouses radicales RN et les filles. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo et les tweets vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Abonnez-moi, mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.